Non, non, pas du tout. Vas-y. Ouais, moi je laissais un message que pas du mal, pour moi c'est bon. Alors par contre, ça va pas être compliqué, il y a juste deux portables à cliquer. Vous citez souvent Darwin, on va revenir à Darwin. Le titre de votre dernier ouvrage, De Darwin à Lévi-Strauss, L'homme et la diversité en danger. Et Darwin a parfois une mauvaise presse chez nous, on va y revenir tout à l'heure. Mais je voudrais d'abord que vous nous parliez un petit peu de vous, Pascal Pic, parce qu'on a beaucoup apprécié la chaleur de votre présentation. Il faut quand même qu'on sache un petit peu quel est votre parcours. Vous êtes paléo-anthropologue. Alors, si j'ai bien compris, au fond, il y a deux types d'anthropologues dans la recherche aujourd'hui. Vous êtes au Collège de France, donc vous êtes au sommet de la carrière scientifique. Alors, il y a d'un côté les anthropologues comme vous, qui travaillent sur les origines de l'homme, sur l'évolution de l'homme de manière, on va dire, scientifique et biologique. Et puis il y a les anthropologues ethnologues qui travaillent plutôt sur les cultures et la diversité des cultures et des sociétés. Dans votre livre de Darwin à Lévi-Strauss, donc on a deux anthropologues au fond. Un, Darwin, un peu comme vous, et Lévi-Strauss, donc celui qui va sur le terrain regarder les autres sociétés. Et en fait, votre préoccupation aujourd'hui, est-ce que vous êtes venu nous dire, est-ce que vous dites dans ce livre, c'est que les deux démarches coïncident pour, en quelque sorte, tirer une sorte de sonnette d'alarme à l'humanité, en direction de l'humanité. Alors, bon, on va y venir. Un mot sur vous quand même, Pascal Pic. Votre carrière de chercheur, vos thèmes de recherche, vos priorités, et peut-être très brièvement, on profitera de votre présence pour peut-être faire une sorte de petit bilan rapide de ce que la science, depuis 30 ou 40 ans, a apporté comme éclaircissement majeur sur l'histoire de l'humanité. Merci. Alors, oui, moi je suis un enfant de la banlieue parisienne et toute ma vie j'ai l'impression que je n'ai pas fui le progrès, mais j'ai fui l'urbanisation. J'étais dans la petite couronne, mes parents étaient maraîchers et la crise du logement, comme on l'appelait à l'époque, faisait qu'on avait besoin de ces grandes cités qui sont aujourd'hui tant décriées. Et donc le changement, je l'ai connu très vite parce que mes parents, qui n'avaient pas beaucoup d'instruction, comme beaucoup de personnes de cette époque-là, c'est pas qu'ils n'étaient pas intelligents, ils n'avaient pas fait de longues études, eux, ils avaient cette intelligence de comprendre que le monde dans lequel ils avaient vécu allait changer. Donc plutôt que de s'accrocher à leur métier, comme l'ont fait des membres de ma famille, où c'était très dur pour eux après, parce que c'est vrai que moi j'ai eu le bonheur de connaître les Halles de Paris, vous voyez, les vraies Halles de Paris, le cœur, hein, peut-être des personnes qui sont ici. Ensuite c'était Rungis, ensuite voilà, c'était très compliqué, ils allaient de plus en plus loin parce que l'urbanisation gagnait et ils ont tous disparu. Donc mes parents ne font pas des métiers extraordinaires, mais en tout cas ils ont su intelligemment s'adapter. Et ma maman m'avait dit, écoute Pascal, on n'a pas beaucoup d'instructions, on n'a pas beaucoup de moyens, mais pour que tu t'en sortes avec ta sœur, et ma sœur vit en Bretagne, il faut que tu fasses des études. Voilà, c'était tout con, mais voilà. Et donc, mais c'était le message le plus important, puis travailler. Voilà, travailler, c'était. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Donc forcément, j'ai fait des études assez classiques. Et donc notamment, comme j'étais un peu dissipé, j'ai fait des études techniques. Donc j'ai un bac scientifique et technique, un bac E qu'on appelle CSI aujourd'hui, je ne sais plus comment. Bon, je vais dessiner être ingénieur. Je vais en classe préparatoire, et là, je découvre le monde de Bourdieu avant d'avoir connu Bourdieu et de lire Bourdieu. Donc, voir le choc social, quoi. Parce que je dis sans honte, moi je ne savais pas ce qu'était Normal Sup, Polytechnique, tout le monde a entendu parler, arts des métiers, mais alors Normal Sup, je ne savais pas. Tout ça. Donc du coup, je tombe sur un monde de personnages intelligents, hein, des hommes, et des jeunes hommes, des jeunes femmes, mais qui étaient là pour faire carrière. Moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est qu'on puisse faire des études pour se dire, je vais avoir le meilleur diplôme possible pour faire la meilleure carrière. Ça me dépasse. Voilà, ça, c'est pas du tout ma pensée. Donc je suis parti en université, où là j'ai fait de la physique théorique. Donc je suis diplômé de physique théorique, et dans les années 70, et merci aux médias, il y a donc une revue très connue qui s'appelle Science et Avenir, qui se dynamise très fort, avec des gens qui sont devenus des amis depuis. Henri Saint-Bloquin, qui est moins connu, mais François Clauset notamment. Et là, il parle de deux personnages. Un, monsieur Bernard van der Merch, qui travaille sur les hommes de Néandertal au Proche-Orient, et c'est fascinant.
Et puis un monsieur qui n'est pas tout à fait connu, qui est revenu avec un petit fossile qui s'appelle Yves Coppens. Bon, ça me fascine, mais attendez, je suis en physique théorique, et puis, en tout cas, moi j'avais appris une chose en sortant d'un milieu très modeste, on n'y pense même pas à être architecte et anthropologue, tout de suite se termine en hog, on ne le voit pas. Hein. C'est normal, c'est comme ça, c'est tout. Voilà, il n'y a rien d'inférieur ou supérieur, c'est simplement un fait d'histoire. Et puis j'ai des copains, grâce à mai 68, vous savez, mai 68 c'était génial après. Hein. À chaque printemps on allait manifester, on ne savait pas pourquoi, on allait manifester. Donc ce qui fait c'est créer des liens, c'est quand même c'est sympa comme époque. Et puis je rencontre des gens comme ça qui étaient en histoire, en art, et qui disent mais tu devrais y aller, ça t'intéresse. Alors, j'hésite tout de même, et là il y a un truc complètement dingue, quoi, comme dans l'évolution. Donc je suis en maîtrise de physique théorique quand même, hein, théorie des champs, enseigné par des prix Nobel, enfin moi c'est quand même du sérieux, hein, Pierre et Marie Curie. Vous savez, c'est la seule université française qui est dans les 10 premières du monde, ou 15. Et je dois choisir un certificat optionnel qui engageait sur le DEA, comme on disait la thèse. Et là, il y a des trucs complètement exotiques. Du genre, paléontologie des vertébrés et paléontologie humaine. Alors là, comme les chimpanzés, oh. Je vais à l'administration, je leur dis, mais c'est sérieux votre truc là quand même? Parce que moi je fais la théorie des champs, la mécanique quantique, etc. Ça fait quand même un peu bizarre. Vous savez ce qu'ils me répondent? C'est sur la liste. Merci. Donc, je vais au laboratoire en question et je rencontre Bernard van der Merch. Je lui dis, écoutez, je suis vraiment passionné par ça, ça m'intéresse, mais je connais que dalle. Et franchement, j'ai tout faire pour avoir mon certificat. Si j'ai une mention, tant mieux, mais il y a quand même peu de chance, parce que je pars de tellement loin. Et il dit, mais est-ce que vous me prenez pour un DEA? Il dit, ok. Donc j'ai mon certificat, je vais faire ce DEA. Et là, très intelligemment, donc Bernard van der Merch et après Yves Coppens m'ont donné un sujet de recherche, justement, qui mobilisait mes compétences de physicien pour, justement, traiter des problèmes qui remontaient à Johann Goethe. Johann Goethe, c'est celui qui invente le terme de morphologie. C'est la fameuse nature-philosophie. Et pourquoi? Parce que souvent, quand on parle de préhistorien, vous imaginez le petit bec, la barbe blanche, comme dans Tata et Milou, qui lâche un discours inaudible et qui sort la naphtaline et qu'on remet dans son labo après. Bon, je m'en rapproche, mais j'en suis pas là encore. Mais très clairement, il faut savoir que les questions des origines, c'est les plus anciennes. Tous les peuples se posent la question des origines. Et nous, les scientifiques, nous sommes là-dessus depuis peu de temps, depuis 150 ans. Et que beaucoup de problématiques, comme on dit par mon terme, mais on savait comment faire, on avait la méthode pour résoudre ces questions, mais on n'avait pas les outils. Et les outils, c'était le laboratoire. Alors, pour les plus jeunes qui sont là avec vos iPads et tout le bordel, vous imaginez que nous, moi j'ai programmé avec des fiches perforées. Ça, c'est de la préhistoire pour vous. Hein, les cartes perforées. On programmait nous-mêmes. Mais hey, c'était génial pour nous. Hein. Et donc, je suis parti aux États-Unis, donc à l'université Duke, et paradis des chercheurs. Et c'est là que, effectivement, j'ai appris ce métier de paléanthropologue, mais de paillasse, c'est-à-dire que je ne suis pas un homme de terrain, je ne suis pas géologue, je ne suis pas préhistorien, je ne fais pas de fouilles, je ne vais pas chercher les fossiles, bon j'ai fait un peu de terrain bien sûr, mais moi mon travail c'est de comprendre, d'analyser l'évolution de la morphologie, l'évolution biologique, vous l'avez très bien dit, hein, puisque par exemple les chercheurs qui font de l'évolution sur la génétique, on en a parlé, eux, à part pour les prélèvements, ils ne font pas de terrain. Donc il y a toute une image que vous avez, Indiana Jones, et que je comprends des recherches sur le terrain, comme Yves Coppens, comme Michel Brunet, et ça c'est une partie aventureuse et extraordinaire, mais moi je veux dire c'est ma formation. Donc très intelligemment, on a fait cela. Et comment j'ai basculé sur les origines de la lignée humaine, parce que j'hésitais encore, hein, c'était pas évident quand même comme déplacement. Et alors, il y avait une réunion de la Société d'anthropologie de Paris, qui a été créée par Paul Broca. Hein, 1859, mesdames et messieurs, on appelle ça chez nous l'année des Trois Glorieuses. Premièrement, l'origine des espèces, publiée par Charles Darwin. Deuxièmement, un groupe de chercheurs anglais, dont Charles Lyell, Prescott et compagnie, qui viennent en Picardie confirmer la validité des travaux de M. Boucher-Dopert, qui avait trouvé des outils taillés à côté d'ossements de mammouth. Donc ça confirme la préhistoire. Et la troisième glorieuse, c'est la Société d'anthropologie de Paris, qui est la première société qui va s'intéresser aux origines et évidemment à la diversité des hommes. Et donc à partir de là, vous imaginez cette société que je découvrais, donc il y avait toute une réunion, alors je commence à voir les codes, à découvrir comment ça se passe. Et puis j'ai ma collègue Brigitte Senu, qui est professeure aujourd'hui au Muséum, donc très très grande chercheuse, et Brigitte Senu, qui est une pète sec quand même, hein, donc elle avait lâché un scud, je ne sais plus contre qui, et donc ça avait un petit peu agacé Coppens, mais à la Coppens quoi.
Et donc, ça dure, tout le monde s'en va, il est tard, on est au musée de l'homme, c'est vrai comme dans Tata Milou, l'oreille cassée. Et tout le monde s'en va, vous êtes au milieu là. Vous imaginez le soir, vous êtes enfermé là, au milieu de ces figurines, vous dites, les esprits reviennent. Donc. Et là, tout le monde s'en va, et bien là, avant la mère, je me dis, écoutez, je voulais vous présenter, mais là, je dois y aller. Donc il est 9h du soir, il reste que Yves Coppens, Brigitte Sonu et moi, tout penaud, moi. Coppens qui passe un savon gentil à ma collègue, c'est peut-être pas le moment, mais merde, j'ai attendu. Bref, je reste. Et là, c'est comme la lettre, on y viendra à Darwin et le coup de fil à Claude Lévi-Strauss. Et je dis, je reste. Brigitte s'en va. Je dis que c'est moi, professeur Coppens. En plus, il est rentré au Collège de France, à l'Académie des Sciences. Vous imaginez bien, moi, je suis tout petit. Hein. Et je lui dis, excusez-moi, professeur, je ne vais pas vous déranger, je vais me présenter, mais je voudrais prendre rendez-vous si vous voulez bien. Il dit, non, non, restez, on va discuter. Puis on discute, comme ça. Ça dure 3 quarts d'heure. Je suis vraiment surpris. Et le lendemain matin, quelqu'un me dit au laboratoire, dis donc, t'as intéressé quelqu'un, toi? Je dis, ah bon? Et Yves Coppens m'avait envoyé tous ses livres et tous ses articles. Donc à partir de là, évidemment, l'idée était jetée. Alors Pascal Pic, puisque vous avez été au cœur de ce milieu scientifique qui a apporté beaucoup de nouveautés dans notre connaissance des origines de l'homme, donc est-ce que vous pouvez tout de suite comme ça nous dire ce qui vous semble, pour faire une sorte de synthèse très rapide avant qu'on aborde Darwin, quelles ont été les découvertes majeures depuis que vous travaillez dans ce monde donc, de la paléoanthropologie en termes de définition du parcours de l'humanité et de l'émergence de l'humain par rapport à l'animalité, puisque le sentiment qu'on a, c'est que les 30 ou 40 dernières années ont apporté des éclaircissements considérables là-dessus, en particulier, pour ne prendre qu'une idée, autrefois Néandertal était une branche qui nous était étrangère, et on lit dans votre ouvrage que nous avons tous des gènes de Néandertal, donc il y a eu des croisements. Rien que ça, c'est quand même fascinant. Ça veut dire que cette science, elle est très évolutive. Alors, quelques avancées majeures, peut-être? Oui, alors c'est pas mon meilleur livre, mais il est pas là d'ailleurs, ça s'appelle Il était une fois la paléanthropologie, 3 millions d'années et 30 ans plus tard. Parce qu'il y a 30 ans, quand je rentre dans ce métier, on avait Lucie. Quel était le schéma qu'on avait à l'époque? En fait, on disait l'homme descend du singe. Donc la question, l'homme, mais les singes, et ça c'est un peu stupide que ce que je vais vous dire, mais ça c'est de moi, je revendique, c'était la devise « Cachez ce singe que je ne saurais voir ». Donc en fait, au risque de vous surprendre, mesdames et messieurs, entre Charles Darwin et moi, personne ne s'occupait des grands singes. Et donc j'étais en DEA, et j'ai dit l'homme descend du singe, j'ai dit excusez-moi, je ne vais pas vous déranger, professeur, mais c'est qui ce singe-là? Et c'est comme ça que j'ai introduit l'éthologie des grands singes dans le champ d'anthropologie. Quel était le schéma qu'on avait à l'époque à 30 ans? C'est peut-être celui que vous avez appris la plupart des personnes qui sont ici. En gros, l'homme descend du singe, mais on ne sait pas d'où. On est passé tout à l'heure, vous avez vu un chimpanzé, un orang-outan. Les chimpanzés sont d'Afrique, les orang-outans sont d'Asie. Eh bien, on avait Lucie, qui était datée à l'époque de 3 500 000 ans. Alors moi j'ai l'habitude, parce qu'un jour quelqu'un me demande c'est quoi l'âge de Lucie. On lui a fait un petit lifting depuis, c'est 3 125 000 ans. Et l'autre me dit avant ou après Jésus-Christ. On va prendre un peu de temps avec lui. Et donc très clairement, on avait une très mauvaise conception des origines de l'homme. Pourquoi? Parce que tout avait commencé en Europe, parce que c'est vrai que on colonise le monde à la fin du XIXe siècle, mais en plus de ça, la préhistoire et les théories de l'évolution naissent en Europe. Donc, et en plus, c'est en Europe, notamment en France, qu'on trouve les plus grands sites de préhistoire. Néandertal, Cro-Magnon, les grottes préhistoriques, etc. Donc, on a l'impression que tout ça, ça commence là. Et donc, on va transposer les schémas, évidemment, européens sur les autres pays où la préhistoire a commencé bien plus tard. En tout cas, en tant que discipline, bien sûr, pas en tant que réalité. Donc, il va y avoir 3 révolutions qui vont bouleverser ma discipline. Premièrement, l'arrivée de la génétique. Puisque je serais venu ici avec un orang-outan, un chimpanzé et un gorille, mais la direction n'y tenait pas, vous vous diriez, il ressemble quand même vachement à Pascal Pic. Ouais, mais ça vous comprend dans le lot, madame. Donc, mais néanmoins, vous vous dites, ils se ressemblent beaucoup plus entre eux qu'à Pascal Pic. Donc c'est là qu'on dira l'homme descend du singe. Donc on fait un paquet homogène gorille, chimpanzé, orang-outan, alors que vous savez que le gorille et le chimpanzé sont africains et l'orang-outan est asiatique. Et puis, nous à part, avec ce schéma que vous avez aussi appris, les grands singes dans les forêts,
et la lignée humaine qui se libère du monde des forêts, hein, en se redressant. Je peux dire que ce schéma est complètement faux, et j'arrive toujours pas à l'évacuer. Et ça, c'est un vieux schéma philosophique de l'Occident, qu'on retrouve même chez des grands philosophes comme Heidegger, c'est la clairière, c'est-à-dire on sort de la forêt, donc on sort de la nature. Et l'homme est prêt à... Voilà, ça, c'est le truc qui est vraiment à fond dans nos mythologies. Et on avait Lucie qui était en Afrique, mais néanmoins, on m'enseignait encore que peut-être les origines de la ligne humaine par rapport au grand singe, dont on faisait un paquet uni, mais à la fois indistinct, eh bien, on cherchait encore, au début des années 80, en Asie. On avait des fossiles qu'on appelait les ramapithèques, du rama, et les sivapithèques. Donc on avait les ramapithèques qui avaient une petite mandibule avec une petite canine, et les sivapithèques qui avaient de grosses mandibules avec une grosse canine. Alors comme nous les hommes, on a de petites canines, et les grands singes de grandes canines, on disait les ramapithèques, c'est les ancêtres des hommes, et les sivapithèques, les ancêtres des grands singes. C'était les mâles et les femelles. Parce qu'en fait, jusqu'au cœur des années 1980, mesdames et messieurs, tout ce qui s'est dit sur les origines de la ligne humaine, alors que Darwin en avait parlé déjà, a été fait dans l'ignorance totale des grands singes. Donc la génétique, en fait, quand vous comparez des gènes, aujourd'hui c'est des gènes, mais à l'époque c'est des molécules, notamment les immunoglobulines, etc., ou même les chromosomes, ça commence à cette époque-là. Là, les molécules, ça n'a pas de poils et ça n'a pas d'écologie, d'accord? Et ça n'a pas de morphologie. Donc vous ne pouvez pas faire d'a priori sur une molécule, ou alors vraiment vous êtes pas bien. Et là, on s'aperçoit, c'est comme pour nos histoires de famille, que les ressemblances entre les espèces ne vous décrivent pas un schéma préétabli de notre domination sur les autres, mais décrivent une généalogie, une relation de parenté. Et ce qu'on est en train de comprendre à cette époque-là, et ça sera le grand travail de Stephen Jay Gould notamment, hein, ça sera de comprendre qu'il n'y a aucune espèce qui est restée en panne d'évolution, qu'elles sont toutes récentes et qu'elles sont toutes reliées par des relations de parenté. Donc en gros, qu'est-ce qu'on vous avait raconté? Que le chimpanzé est le plus proche de nous, et en gros on descend du singe. Donc le chimpanzé qui est le plus proche de nous, on en faisait une image de l'ancêtre. Bon, je vous ai dit, j'ai une sœur en Bretagne. C'est la personne la plus proche de moi dans la nature actuelle. C'est comme si je disais que je descendais d'elle. Bon, elle est archaïque, mais c'est pas la bonne raison. Hein, c'est ça qu'on vous a raconté. On vous a bâti une généalogie à partir d'une classification hiérarchique des espèces récentes. Donc, à l'époque, on a une révolution dans les classifications. Donc, le deuxième apport, c'est avec la génétique, qui est avec l'outil, mais avec une autre façon de classer, car en science, mesdames et messieurs, on n'avance pas qu'en trouvant de nouvelles choses, on avance en changeant nos modèles. Hein, le contrat en science, c'est de faire avancer les connaissances. C'est pas trouver la vérité. Un scientifique qui cherche la vérité n'est pas un scientifique. Ni un. Et à partir de là, on commence à mieux comprendre. Puisque grâce à la génétique, au sens large, on s'aperçoit que les chimpanzés sont les plus proches de nous. Et ensuite que ce sont les gorilles, c'est-à-dire les gorilles sont les cousins des hommes et des chimpanzés, et que les orang-outans sont les cousins germains des gorilles, des chimpanzés et des hommes. Et à partir de là, ça change tout. Puisque, comme l'avait déjà dit Darwin, qu'on n'a quasiment pas lu, c'est que si deux lignées sont sœurs, donc c'est le terme, forcément elles ont un ancêtre commun qui est leurs parents, qu'on appelle le dernier ancêtre commun. Et quand les lignées se séparent, forcément elles se séparent dans des régions géographiques voisines, ce qu'on appelle techniquement la bicariance. L'homme est partout sur la Terre, donc on ne sait pas d'où il vient. Mais les chimpanzés sont africains. Et Darwin avait fait l'hypothèse que nos origines sont africaines. Et bien il va falloir attendre un siècle, mesdames et messieurs, pour qu'on aille chercher nos origines en Afrique. Et pourquoi un siècle? Ben à cause de ce que vous avez vu, on ne voulait pas venir du continent noir. Tout simplement. Tout simplement. Et à partir de là, ça va être un engouement extraordinaire pour la découverte des fossiles en Afrique de l'Est, notamment, et ce que Coppard s'appellera la ruée vers l'os. Donc là, donc tout ça. Moi, je suis arrivé en pleine ruée vers l'os, mais moi, je le recevais dans le laboratoire. Et donc, on a commencé à mieux comprendre. Donc, du coup, et avec Koppas, toute son équipe, nous avons été les premiers à dire attention, Lucie n'est peut-être pas nos ancêtres. On commençait déjà à percevoir, au début des années 80, que ce n'était pas la grande ligne droite qui allait vers nous, que peut-être il y avait plus de diversité qu'on l'imaginait. Et je peux vous dire comment ça a éclaté. Donc, avant d'aborder les jeux de cours, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on commence à découvrir qu'il y a plus de diversité déjà au moment où nous sommes encore en Afrique. Mais restait notre question. On enracine la lignée humaine, avant que ce soit notre espèce, bien sûr, avant Néandertal, avant Homo erectus, avant le petit homme qu'on vient de décrire, là, qu'un Homo georgicus. Et bien là, on commence à bien comprendre l'enracinement africain. Mais il reste un problème.
Les hommes modernes. D'où venons-nous? Que s'est-il passé depuis cette époque-là? Et Bernard von der Merch fouillait au Proche-Orient, il trouve des tombes d'hommes de Néandertal, il trouve des tombes d'hommes de Cro-Magnon, c'est-à-dire vous et moi, qu'on appelle proto-Cro-Magnon, mais je dirais Cro-Magnon. Mais là, il y a un truc qui est quand même bizarre, c'est qu'ils sont dans les mêmes niveaux archéologiques, qu'on appelle le moustérien. C'est une technique de taille de la pierre très sophistiquée. Alors qu'en Europe, c'est pas du tout ça. En Europe, vous avez l'homme de Néandertal qui est dans le moustérien, ça d'accord, mais au-dessus, vous avez vous et moi, les Cro-Magnons, dans ce qu'on appelle le paléolithique supérieur, c'est-à-dire des techniques de taille qui sont un petit peu différentes sur l'âme. Évidemment, comme c'est nous, on considère que c'est plus complexe, mais c'est pas vrai maintenant. Mais à l'époque, c'était le schéma. Donc, en Europe, comprenez-moi bien, on a Néandertal et au-dessus, systématiquement, dans les grottes, on a Cro-Magnon, donc vous et moi. Mais au Proche-Orient, ils sont tous les deux dans les mêmes niveaux archéologiques, mais moustériens, donc plus anciens. Alors, une seule ou une même espèce? C'est là que commence à se poser la question. Et le problème, c'est qu'on n'avait pas de méthode de datation à l'époque. On avait le carbone 14, mais qui s'essouffle à 60 000 ans. On avait le potassium-argon, qui, lui, est valable à près de 300 000 ans. Mais dans cette fourchette, 50 000 ans, 300 000 ans, et c'est là qu'on est, on ne peut pas donner d'âge. Et enfin, dans les années 80, arrivent de nouveaux outils, grâce à la physique, thermoluminescence, résonance de spin nucléaire, là, en plus, c'est mon truc, enfin, c'était mon truc. Et là, on date, Néandertal et Cro-Magnon sont contemporains. Ils ont le même âge. Alors, est-ce que c'est la même espèce ou pas? Vous savez ce qu'on a fait? On a fait de Néandertal une sous-espèce. Nous sommes appelés, nous, du coup, Homo sapiens sapiens, et eux, Homo sapiens néandertalensis. C'est-à-dire que, comme notre culture, il n'y a qu'un seul homme face à son créateur, on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait eu deux humanités différentes biologiquement, mais qui partagent la même unité, puisque, en fait, les deux enterrent leur mort, ont des techniques aussi compliquées. Et bien, il va falloir attendre 1992, on a mis Jens Tattersall et moi-même sur la morphologie pour dire attention, Néandertal est peut-être une autre espèce. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus se reproduire avec eux. Et ce qui était évidemment bien mis en évidence avec la génétique. Et ce que vous disiez tout à l'heure, à l'instant, Marie-Hélène, concernant l'ADN, eh bien, effectivement, ce sont des connaissances que nous avons que depuis 1 an ou 2. Donc, je brosse le tableau général pour terminer cette partie-là. Nous savons aujourd'hui, et Darwin l'avait dit, nos origines de la lignée humaine par rapport à celles des chimpanzés, qui ne sont pas restés en panne d'évolution, ils ont évolué aussi, sauf qu'on ne sait pas comment, parce qu'on les a négligés. Donc il nous reste à découvrir quelle était l'évolution depuis 6 millions d'années. Donc aujourd'hui, on a plein de fossiles. Autour des origines de notre lignée humaine, nous avons Toumaï du Tchad, Sahelanthropus tchadensis, donc qui est pour l'instant le meilleur candidat. Nous avons aussi Aurorine au Kenya, trouvé par Brigitte Sonu, et aussi un fossile Ardipithecus d'Éthiopie. Donc Coppens pensait qu'on était arrivé à l'est, mais en fait on était arrivé à l'ouest, mais tout ça c'est en train de bouger. Donc en tout cas, on ne manque pas de documents. Maintenant on sait que notre lignée, par rapport à celle de nos frères d'évolution d'aujourd'hui, les chimpanzés, c'est l'Afrique. Après, que se passe-t-il? C'est le déploiement des australopithèques. Entre 4 et 2 millions d'années en Afrique, imaginez, mesdames et messieurs, que nous avons au moins 5 types d'australopithèques. Lucie, Australopithecus afarensis, Éthiopie, Kenya. Nous avons l'Australopithèque du lac Anamensis du Kenya. Nous en avons un qui s'appelle Philanthropus, toujours au Kenya. Un au Tchad qui s'appelle Abel Australopithecus Bar El Ghazali. On en a 2 en Afrique du Sud, Africanus, et un décrit récemment, c'est Diba. Donc notre lignée a été extraordinairement diversifiée. Ce qui fait que moi, quand je suis rentré dans ce métier, on avait un fossile qui se baladait tous les 500 000 ans. Alors là, ligne droite. Hein. Mais là, on a plein. Alors qui est qui? Qui est l'ancêtre de qui? Donc aujourd'hui, on a plein d'enjeux. Et là, ce qui vient d'arriver la semaine dernière, que se passe-t-il? Il y a des changements climatiques, à la fois au niveau de la Terre, mais des changements géologiques aussi, qui affectent l'environnement en Afrique de l'Est. Et là, ce n'est pas l'homme qui apparaît, ce sont les premiers hommes. Et c'est ça qui a émergé encore la semaine dernière, avec ce petit fossile. Et donc, il faut savoir qu'il y a encore 20 ans, on pensait que les hommes étaient sortis d'Afrique, les vrais hommes, qu'il y a 1 million d'années. Et tout à fait par hasard, en Géorgie, donc à Malicie, des collègues qui fouillaient dans le médiéval, donc le Moyen-Âge, creusent, et ils trouvent une mandibule, et ils disent, c'est quoi ce truc? Et heureusement, ils sont allés voir les paléanthropologues, et c'est là que d'un seul coup, on s'est aperçu que les hommes sont sortis d'Afrique beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait. Et du coup, je suis obligé de réactualiser mon bouquin, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'acheter, hein, mais bon. C'est-à-dire que moi, je pensais que c'était des hommes quand même assez grands, et assez puissants, capables de sortir d'Afrique. Eh bien, on sait que, en fait, vers 2 millions d'années, entre 2,5 et 2 millions d'années, en Afrique, c'est pas l'homme qui émerge, c'est en fait une grande diversité d'hommes ou de pré-hommes
qui ne sont pas très grands tous, ça ne dépasse pas les 1m10, 1m20, ils ont tous de gros cerveaux, ils utilisent la pierre taillée, mais en fait ça on le sait depuis 3 ans, ils l'ont piqué à Lucie, enfin bon, donc on n'a pas tout inventé. Et là, il va y avoir plusieurs formes en Afrique, et puis il va y avoir un groupe qui va s'affranchir du monde des arbres, parce que les singes ont une devise, c'est jamais loin de mon arbre. Ils ont besoin des arbres pour se nourrir et se protéger. Donc nous allons être les seuls grands singes, je dis grands singes, parce qu'il y a des singes qui peuvent vivre loin des arbres, c'est les babouins par exemple, ou certains macaques. Donc nous sommes les seuls grands singes à nous éloigner du monde des arbres, et d'emblée, depuis 2 millions d'années, et c'est ce qui est sorti la semaine dernière, nous avons une puissance écologique qu'ont pas les autres espèces. C'est-à-dire que l'homme, même quand il n'est pas encore très grand, c'est ça la surprise, est capable de s'installer dans d'autres systèmes écologiques. Alors qu'en fait, c'est toujours très difficile de s'installer dans un autre système écologique. Et là, que se passe-t-il? Là, nous sommes à 2 millions d'années. Donc, on a des hommes en Afrique, on a des hommes en Europe, on a des hommes en Asie. Et là, nous avons une telle puissance écologique déjà que nous allons éliminer les espèces les plus proches de nous. Donc là, on rentre dans le livre, en fait, c'est ce que j'explique. Ça, c'est pas très connu. Les descendants de Lucie vont disparaître aussi. Alors, on ne les extermine pas, mais on prend de plus en plus de place. Hein, donc, comme une entreprise qui prend des parts de marché. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et puis, ils vont se déployer plusieurs lignées, mais on ne sait pas trop comment, là, parce qu'on n'a pas trop de fossiles. Et on arrive, en fait, à la période extrêmement récente, où depuis 500-600 000 ans, on suit bien l'histoire, enfin la préhistoire. En Europe, vont diverger les hommes de Néandertal, au nord de la Méditerranée. Au sud de la Méditerranée, c'est nous, les Homo sapiens. Et nous avons un ancêtre commun, Néandertal et nous. Et là, les fossiles et les gènes sont d'accord, parce qu'on a maintenant l'ADN de Néandertal. C'est-à-dire que Néandertal et nous avons un ancêtre commun qui s'appelle Homo heidelbergensis. Alors celui-là, il faut le citer. Hein. Et vous redescendez un petit peu dans l'arbre. On a une autre branche qu'on a découverte il y a 2 ans avec de l'ADN. On sait qu'il y a une autre lignée humaine qui s'appelle les hommes et les femmes de Denisova qui vivaient au centre de l'Asie. Sur la Chine, c'est encore très compliqué, mais il s'est passé des choses. On a des fossiles, mais est-ce que c'est nous ou pas nous, Homo erectus? Tout ça, ça se discute. Les Chinois ont la même vision que nous. Il y en a à Java, les hommes de Java, les hommes de Sceaux, et les petits hommes de Flores, vous savez, un petit groupe qui est très controversé aujourd'hui quant à ses origines. En tout cas, il existait des hommes qu'on appelle les Lilliputiens, qui ne faisaient pas d'1 mètre. Donc, mesdames et messieurs, voilà, on sort d'Afrique, plusieurs branches. Une grande branche qui va sur l'Asie, mais ça donne de la diversité, on ne sait pas trop. Ensuite, il y a une branche qui va du Proche-Orient et certainement de l'Europe aller sur l'Asie centrale, c'est les hommes et les femmes de Denisova. Au nord de la Méditerranée, c'est Néandertal, au sud, c'est nous. Et pendant 400 000 ans, personne ne prend le pas sur l'autre. C'est-à-dire que les fossiles nous disent que notre espèce Homo sapiens est africaine, elle remonte au moins 300 000 ans, 200-300 000 ans, on a les fossiles. Que Néandertal, c'est la lignée la mieux connue. Pourquoi? Parce que c'est au nord, ça se conserve mieux, et en plus, ils enterraient leurs morts, donc comme ça, c'est sympa pour nous. On les retrouve. Alors, vous allez dire, mais comment se fait-il qu'on a l'ADN de Néandertal? Eh bien, en fait, jusqu'à il y a 50 000 ans, quand il fait froid, tout le monde remonte, quand il descend, quand il fait chaud, tout le monde remonte, ou descend, pardon. Bref, ça bouge. Mais au Proche-Orient, Néandertal et Cro-Magnon se rencontrent. Mais au début, vers 500 000 ans, quand on commence à se séparer, personne ne peut savoir ce qui se passe. Même si on avait été là, on n'aurait pas su. Donc, quand ils se rencontrent au Proche-Orient, évidemment, c'est des hommes et des femmes. Hein. Ils se foutent sur la gueule et ils s'aiment. Donc, il y a eu des transferts d'ADN, parce que les espèces ne sont pas séparées. Mais ça aurait pu être un autre scénario. Il se trouve que plus ça va aller, avec le temps, ça va diverger. Donc, petit à petit, même s'il y a quand même des échanges de gènes, ou d'ADN plutôt, entre ce que vont être les Néandertaliens et ce que vont être les Homo sapiens, vous et moi, au fil du temps, la divergence s'accentue et ça ne va plus passer. Alors d'où vient cet ADN? C'est parce que les très anciens Homo sapiens, comme les hommes de Kavzé, découverts par Vandermeersch d'ailleurs, pouvaient encore avoir des compatibilités génétiques, mais après 100 000 ans, ça ne passe plus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas aimés, mais il n'y a plus captation d'ADN. Donc, il va y avoir un mouvement fascinant qui va se mettre en place. Donc vous voyez, tout ça, on ne sait depuis peu de temps. Hein. Oui, on a dit que ça fait 20 ans que Néandertal et Cro-Magnon peut être une autre espèce. La génétique, ça arrive dans les années 2000. Et le même laboratoire avait dit, il y a encore 3 ans, 4 ans, il n'y a jamais eu d'hybridation entre Néandertal et Cro-Magnon. Sur l'ADN mitochondrial que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure. Et puis on a extrait de l'ADN nucléaire, vous savez, l'ADN qui code pour nos gènes. Et cet ADN, évidemment, c'est celui qui code pour les caractères. Ben, on sait qu'ils ont l'appareil génétique pour le langage comme nous, d'ailleurs, au passage, les gènes FOXP2. Et on sait que les Néandertaliens étaient blonds avec les yeux bleus. Et roux. Et nous, on était blacks. Alors, toutes les figures qu'on représente Néandertal crasseux et puis
Cro-Magnon, se disant grand et blond, vous pouvez raccrocher le truc. Hein. Donc là, ce qui est assez extraordinaire, c'est pourquoi les Africains, ou de gènes africains, n'ont pas de gène de Néandertal. C'est parce qu'en fait, nous sortons d'Afrique, et nous nous mélangeons avec les autres, en partie, mais jamais les Néandertaliens sont allés en Afrique. Donc c'est pour ça que les populations africaines n'ont pas d'ADN de Néandertal. Mais maintenant, on a découvert cet ADN de Denisova, donc ADN mitochondrial, et là, on sait que les populations, comme les Kanaks peut-être, certainement, et d'autres populations de l'Est asiatique, ont de l'ADN de Denisova. On ne sait pas encore s'il y en a chez Néandertal, mais ces études sont très récentes, il n'y en a que 2 ou 3, et ça date des 3 dernières années. Vous voyez, ça a été extrêmement vite. Donc ce qui a bouleversé les choses, vous voyez, ça a été une bonne compréhension des mécanismes de l'évolution, de bonnes méthodes de classification. Deuxièmement, de nouvelles approches qui sont avec la génétique. Moi, j'ai amené l'éthologie, l'étude du comportement, dans les années 80. Quand je découvre que les chimpanzés ont des outils, qui marchent debout, qu'ils ont les mêmes systèmes sociaux, en fait, tout ce qu'on avait dit, mesdames et messieurs, sur le propre de l'homme, avait été énoncé dans l'ignorance totale de ce que sont les grands singes. Donc évidemment, tout ceci a considérablement bousculé les choses. Donc voilà où on est, et on sait qu'aujourd'hui, les 7 milliards d'hommes et de femmes, comme je l'ai dit, sont issus d'une population de 50 000 individus, alors pas de 50 000 individus, mais d'une population de 50 000 individus pour les gènes, d'accord? Il faut savoir que l'expansion d'Homo sapiens depuis l'Afrique, elle va d'abord se faire au sud de l'Asie, en bateau, si on navigue depuis 100 000 ans, et ensuite très vite l'Australie et les Amériques. Et en fait, ça sera que bien plus tard en Europe, parce que Néandertal est tellement bien installé que ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc tout ça, vous voyez, je vous ai donné des éléments, en fait, de notre évolution qui date de même pas 1 an ou 2 ans, que ce soit d'ailleurs pour les derniers hommes, ou que ce soit aussi ce qu'on connaît chez les grands singes aujourd'hui, qui effectivement ont des caractères. C'est pas nous qui venons des chimpanzés, mais les chimpanzés, comme l'avait vu Rousseau d'ailleurs, sont beaucoup plus humains qu'on ne l'a jamais imaginé. Alors Pascal, pour raccrocher avec Darwin, on sait qu'on a beaucoup reproché à Darwin d'avoir parlé de race. Et on sait que dans les années 50, nous avions encore à l'école des images où il y avait la race noire, la race jaune. On sait que tout ça est totalement aujourd'hui caduque. Mais pour revenir à la génétique des populations, puisqu'on a aujourd'hui la possibilité, chacun d'entre nous, pour, je crois, 150 € d'envoyer un cheveu à un laboratoire américain et de savoir qui sont nos ancêtres, est-ce que ça ne veut pas dire que, puisque on va savoir, voilà, vous avez un petit peu de sang asiatique, d'origine ceci ou cela, est-ce que ça ne veut pas dire qu'en fait, il y aurait toujours une classification par branche humaine, bien que nous soyons tous des sapiens sapiens, puisque la génétique est capable d'identifier nos origines. Donc est-ce que ce n'est pas un nouveau concept des races, peut-être démultiplié, il y en a peut-être 60 ou 80, qui se met en place à la faveur de la génétique des populations telle qu'on la pratique aujourd'hui? Alors, d'abord, Darwin n'utilise pas le mot race. Dans toute la première partie de son livre sur la filiation de l'homme en relation avec la sélection sexuelle, Darwin y revoit tous les concepts de race qui existaient à l'époque, et à la fin il dit c'est tellement ridicule, où il n'y a qu'une seule espèce, où il y a 70 races, qui n'a strictement aucun sens. Donc Darwin déjà anticipe ce qui va nous donner la génétique actuelle. Et Darwin, là, attendez, les sciences humaines en France, vous savez, en France on a un vrai problème dans le paysage académique, il y a les sciences humaines et il y a les sciences de la nature. Et les deux ne se comprennent pas du tout. Et d'ailleurs, quand je suis assez méchant, et je vais être méchant, je dis, vous savez, c'est comme en amour. Hein. Il y a je t'aime et je t'aime beaucoup. Donc, il y a science et sciences humaines. Vous suivez? Donc. Et donc, c'est incroyable qu'en France, on persiste à dire que le racisme, ça vient de Darwin ou des biologistes. Ce qui est complètement faux. Il y a eu des biologistes qui ont trempé là-dedans, comme il y a eu les sciences humaines. D'ailleurs, je rappelle une conférence dans le bouquin ici, Jean-Paul Sartre, qui accuse, comme Lévi-Strauss, moi là-dessus ils étaient d'accord tous les deux, Lévi-Strauss et Jean-Paul Sartre, qui étaient très violents vis-à-vis de nos humanités, qui n'ont jamais été capables de combattre le colonialisme et le racisme au passage. Hein. Donc Darwin, en fait, c'est intéressant parce que quand il était étudiant à Édimbourg, il était tout jeune, hein, il avait 18 ans, 17 ans, il parle d'un gentleman. Et on saura plus tard que ce gentleman, il s'appelle John Edmonton, et c'est un esclave noir affranchi qui lui a appris à disséquer et naturaliser. Et un autre passage de Darwin dans son voyage, il est sur un poste avancé au milieu de la pampa argentine, il parle de cet homme aussi comme un gentleman. Quand on est un Darwin, un gentleman, ça veut dire quelque chose. Hein. Et là, on apprend aussi que c'est un noir. Et Darwin, en fait,
ne regarde jamais les apparences. C'est pour ça qu'on découvre plus tard que ce sont des noirs. Il ne le dit pas, en fait. On découvre comme ça insinuamment. Darwin, lui, regarde les hommes en fonction de leur comportement. Et il y a un passage terrible. Dans son navire, le Beagle, il récupère des marins qui s'étaient mutilés. Et ce sont des blancs. Et Darwin a des mots terribles vis-à-vis d'eux. C'est Darwin comprend que l'homme peut devenir un sauvage en fonction de ses conditions de vie. Et il y a toute une histoire avec les fameux Fuégiens. Le capitaine du bateau, M. Fitzroy, qui lui est un anglican, donc un Tories. Darwin fait partie des Whigs. Les Whigs, les Darwin, on pas en parler, mais c'est eux qui ont fait notre monde, hein, avec Adam Smith, Benjamin Franklin, toute la clique. Ça, c'est pas connu en France. Eux, ce sont les libéraux. Et ces gens-là vont militer contre l'esclavagisme et contre le sexisme, au passage. Et là, Darwin se querellera avec le capitaine du navire à propos de l'esclavagisme. Fitzroy dira, mais si les Noirs sont des esclaves, c'est bien parce que Dieu l'a voulu. Et eux disent non. Alors il y a une scène magnifique qui se passe comme ça. Alors là, on est en 1832, donc Darwin a 23 ans. Il vient d'arriver au Brésil. Il sort de Rio de Janeiro, et là il fait que quelques kilomètres à cheval, et il trouve la forêt amazonienne, et là il s'émerveille. Et en chemin, on lui montre une petite falaise, un piton rocheux, on lui dit « Ah tiens, il y a une histoire terrible qui s'est passée là. Il y avait des esclaves marrons, donc ils s'étaient échappés, on les a laissés tranquilles pendant quelques années, mais malheureusement on a été les rechercher. Donc ça se passe très mal, et une vieille négresse, comme on dit à l'époque, qui n'est pas du tout un terme raciste à cette époque-là, c'est la façon de décrire tout simplement, et il dit, sauf une vieille femme, une vieille négresse, qui s'est précipitée du haut de la falaise et qui s'est tuée. Et Darwin a ce commentaire assez incroyable, il dit, et ces gens qui me parlent de ça décrivent cette vieille femme comme une vieille folle. Mais il dit, ce geste commis par une matrone romaine du haut de la roche tarpienne poussée par les Gaulois, on aurait loué la noblesse du geste, mais commis par une vieille négresse, forcément c'est une démente. Et Darwin ne cesse de fustiger cela. Puis il y a une autre scène, il traverse en bac avec son cheval, et c'est un esclave noir qui tire le bac, et puis à un moment ça bouge évidemment. Et Darwin, donc évidemment, reprend son équilibre, et il lève la main comme ça. Et le noir se met à ses pieds. Et Darwin dit, honte à nous les chrétiens qui avons mis des hommes dans un tel état d'asservissement. Donc cet homme est révolté. Donc quand les gens de l'école des hautes études sociales de Paris vous dites que les biologistes sont des racistes, ce sont eux, les Darwin, qui ont fait abolir l'esclavagisme en 1833 dans l'Empire anglais. 1833. Nous, faisons 1848. Donc attention à l'histoire. Je ne dis pas que c'est des gens parfaits, mais je n'aime pas quand les choses sont biaisées. Et donc Darwin va complètement... Alors par exemple, quand il passe, on a parlé des Kanaks tout à l'heure, quand il passe chez les Maoris, il a des mots terribles sur les Maoris. Parce que les Maoris, vous savez, vous connaissez le haka des All Blacks, hein. Comme combattants, c'était pas des tendres. Hein. C'est-à-dire, au passage, pendant la Première Guerre mondiale, les Maoris qui se sont battus pour la France, c'est eux qui avaient inventé la guerre de tranchées, au passage. Parce que quand les Anglais leur tiraient la mitrailleuse, ils disaient, ok, vous tirez les mecs, on se met dans les tranchées. Donc, ils tiraient dans le vide, les autres. Donc, c'est les Maoris qui ont inventé la guerre de tranchées. Oui, t'as un truc comme ça, oui. Donc, ça. Par contre, il aimait bien les Tahitiens. Et Darwin, par contre, à la fin de son voyage, il est révulsé. Il est révulsé parce que il entend parler de la manière dont on extermine de manière systématique les Tasmaniens. Les Tasmaniens ont été abattus comme une battue de sanglier. Et il en est hyper choqué. Il voit ce qui se passe. Et vous savez ce que dit Darwin? Si les Australiens continuent à faire comme ça, l'Australie n'aura plus rien dans son environnement dans 100 ans. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est incroyable. Il l'avait vu. Et il termine son voyage, donc. Et vous savez que l'histoire des Tasmaniens était tellement terrible qu'il y a un ami des Darwin qui s'appelle H.G. Wells. Et la nouvelle La guerre des mondes a été inspirée justement de cette horreur qu'ont fait subir les coloniaux aux peuples aborigènes. Et je décris toutes les fins des guerres coloniales dans mon livre. Et Darwin, à la fin de son voyage, il pense qu'il va rentrer en Angleterre. Paf, dernier crochet au Brésil. Et là, c'est les derniers jours du voyage. Il écrit dans son journal, « Je remercie Dieu et j'espère bien que je n'aurai jamais à retourner au Brésil, dans ce pays à esclaves. Honte à nous les chrétiens qui maintenons cette telle infamie. » Voilà qui était Charles Darwin. Et donc pour Charles Darwin, et c'est le premier à dire que les origines sont africaines. Non pas pour lui, il s'en fout que ce soit les noirs, les jaunes ou les blancs, c'est très clair, mais simplement pour lui, il n'y a aucun peuple qui est supérieur à l'un ou à l'autre. C'est simplement comment les hommes et les cultures se comportent face
dans la nudité ou dans l'avilissement. Et avec les Fuégiens, justement, c'est ce qu'il décrit. Capitaine Fitzroy avait embarqué volontairement 4 Fuégiens, 2 hommes et 2 femmes. Ils sont venus en Angleterre. Une est morte de tuberculose. Évidemment, la Terre de Feu, c'est pas génial comme climat, mais le Londres de l'époque, c'était pas génial non plus. Et donc, il ramène les 3 et il disait, j'avais des discussions de gentleman. Et ce qui va le choquer, c'est ce qu'ont pris les gens qui disent que Darwin est raciste, ils vont déposer donc ces Fuégiens, mais c'était prévu, hein, tout ça c'était fait dans l'accord de tout le monde, ils vont repasser, ils ne les reconnaissent pas. Parce que les conditions de vie sont tellement dures sur la Terre de Feu, qu'en fait, il ne les reconnaît plus. Et il dit, on voit combien la culture, parce que lui c'est un enfant du progrès, il dit, on voit combien la culture peut amener les hommes et les femmes à s'épanouir, et comment aussi l'environnement de la culture peut les amener à se dégrader. Mais ce n'est pas contre les Fuégiens, c'est parce que, effectivement, pour lui, tout homme et toute femme peut accéder au statut de progrès de la civilisation, et tout homme et toute femme, quel que soit son pays, ou sa nation, ou son ethnie, peut aussi se dégrader. Voilà quel est le message de Darwin, et qui n'est pas connu, voilà, mais je ne fais pas ça pendant que je lève Darwin, hein, vous pouvez vérifier toutes mes sources. Hein. Alors, réhabilitation de Darwin. Alors, la grande inquiétude de Darwin, c'est la perte de la diversité. Cette diversité, donc, qui est la matrice des possibilités donc, d'un avenir. Et la perte des espèces, donc, du point de vue de Darwin, est quelque chose de grave. Il constate aux Galapagos, notamment, la disparition de certaines espèces. Et on arrive, et ça c'est le thème de votre livre, donc Darwin ne manifeste pas une inquiétude gigantesque par rapport à la déperdition des cultures, puisque de son temps, ce n'est peut-être pas encore tout à fait d'actualité. Ah mais pas du tout, même. Et on arrive, 100 ans après, à Lévi-Strauss, qui va en quelque sorte poser le même regard alarmé sur les cultures humaines, en constatant, puisqu'il commence son travail à la fin des années 30, en constatant l'extraordinaire déperdition des diversités des cultures humaines. Et nous en sommes, nous, encore plus les témoins, puisque nous vivons à l'heure de la globalisation, que tout est interconnecté avec tout, et que nous savons bien que rares sont les endroits dans le monde où nous pouvons voyager en découvrant, en rencontrant des personnes qui n'ont jamais croisé des gens comme nous. Alors, certaines personnes croient encore trouver au fin fond de l'Amazonie des Indiens qui n'ont jamais croisé des Blancs ou des gens de l'extérieur. C'est assez illusoire car il s'agit le plus souvent de groupes ayant fui l'impact très délétère donc, de l'avancée de la, entre guillemets, civilisation. Alors, j'aimerais comprendre, Pascal Pic, et je crois qu'on aimerait tous partager avec vous, donc ce questionnement et ce lien que vous tracez, qui n'est pas évident, entre Darwin, donc, le naturaliste qui s'inquiète de la perte de la biodiversité, et le cri d'alarme de Lévi-Strauss, qui voit la déperdition de la diversité culturelle et qui pose ce principe, qui alors rejoint nos préoccupations les plus actuelles aujourd'hui, que toutes les cultures sont égales. Alors nous sommes ici au cœur de la culture occidentale, la culture dominante, qui, il faut bien le dire, a imposé son modèle partout, et qui donc nous met dans un état, face au plaidoyer de Lévi-Strauss, de culpabilité. Alors, Charles Darwin, soyons clairs, il appartient à la famille qui va monter, en fait, une société dite de progrès, avec la démocratie, avec la libre entreprise, et avec donc la mobilisation contre l'esclavagisme et le sexisme. Enfin, c'est le même groupe, tout ça, on peut en parler dans les questions si vous voulez. Mais Darwin est l'enfant du progrès, tel qu'on a... il y a l'esprit de Condorcet qui est là, ou des Godwin, les Godwin étant la vie de Condorcet en Angleterre. Tout ça, c'est le même groupe, en fait. Tout ça, c'est le même groupe. Donc, lui, il a du mal à concevoir, et c'est normal, cela. Ceci dit, Darwin n'est pas le premier à découvrir la diversité. Vous avez un très beau livre ici, qui s'appelle Rêve d'Amazonie, merveilleux ce livre, où vous avez plein de savants explorateurs qui découvrent les diversités. En Amazonie, l'Amazonie est un choc extraordinaire, mais c'est pareil aussi avec l'Afrique plus tard et bien sûr l'Indonésie. Mais Darwin est le premier à se dire, quand il découvre des fossiles dans la Pampa, il dit « Ah, mais attention, attention, il y a des grandes faunes qui ont disparu. » Je rappelle qu'on ne connaît même pas encore les âges glaciaires à l'époque. Ça sera mis en évidence dans les années 1850 par Agassiz. Donc Darwin est déjà le premier à se dire « Mais il y a eu des changements climatiques. » Et vous savez quel est le meilleur film sur la fin des âges glaciaires en Amérique du Nord? C'est L'âge de glace. L'âge de glace 1 est le meilleur film sur ce qui se passe à la fin des âges glaciaires. Et donc, et là, en effet,
Darwin est le premier à se dire, mais est-ce que l'homme n'a pas eu un impact? Darwin est le premier à se poser la question de l'impact de l'homme sur les diversités. Alors que la théorie de Darwin, c'est une théorie de la diversité. Darwin, c'est la première philosophie politique, lapsus intéressant, positive. Darwin est le premier à dire que toute différence est une potentialité pour l'évolution. Toute différence est une potentialité pour l'évolution. Darwin, c'est le premier à comprendre la véritable signification de la variation. Alors, par contre, effectivement, il est émerveillé quand il découvre l'Amazonie, ensuite il va dans la Pampa, etc. Et il commence à prendre conscience, il est vachement jeune quand même. Alors, il est vraiment dans l'idée de progrès, il ne peut pas imaginer ce qui va se passer par la suite, mais déjà, avec l'Australie va être un choc, comme je vous le disais, avec les événements que j'ai cités tout à l'heure. Donc, il commence déjà à prendre conscience, et déjà aussi, c'est la fin des guerres avec les Zoulous, il fait un petit crochet au sud de l'Afrique, et là, il se dit, il se passe aussi quelque chose. Mais, ce n'est pas l'actualité, évidemment. L'Europe va partir dans le progrès, le colonialisme, donc évidemment, tout ça évidemment, sera d'actualité plus tard. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Darwin a les têtes Pasteur. Il a fait des études pour être naturaliste et la théologie naturelle en Angleterre. Donc, décrire la nature, c'est honorer le génie du créateur. Hein, c'est tout simple. Et donc, en fait, il a lettre Pasteur, et il reçoit une lettre en juin 1831 où son ancien professeur, M. Henslow, John Henslow, lui dit, écoutez, mon jeune ami, on me propose un poste de naturaliste sur un bateau. Alors, si vous voulez avoir une belle idée, j'aime bien citer les films. Vous avez un très beau film qui s'appelle Master and Commander. Master and Commander de Peter Weir, magnifique. Et là, Russell Crowe. Et en fait, il y a un médecin et c'est Darwin, mais c'est 20 ans plus tôt. Hein, mais c'est vraiment Darwin, hein, c'est vraiment cette histoire-là. Et là, donc Darwin, il est content, il reçoit, il dit, l'autre lui propose un poste parce qu'il ne veut pas être pasteur, vous imaginez bien, et son père, qui est un homme d'une stature, il dit, non, tu n'iras pas, tu veux encore te défiler. Cependant, si tu trouves un homme, un honnête homme qui consent ton projet, peut-être que je veux bien y réfléchir à nouveau. Et ça, il ne faut jamais dire ça, mais c'est bien qu'on est père, il faut faire ça. Le rôle des parents, pardon, père et mère. Et là, il va voir son oncle Joseph Wedgwood, ils reviennent tous les deux, et Darwin va pouvoir, à force d'arguments, et grâce à son oncle, partir, embarquer sur Beagle, sur un voyage qui va changer le monde. 100 ans plus tard, exactement 100 ans plus tard. Darwin sort de Cambridge, 100 ans plus tard, Lévi-Strauss a sa thèse à la Sorbonne. 1931, il allait être professeur de philosophie. Et en 1934, qui avait le téléphone en 1934? Vous imaginez pas aujourd'hui les jeunes. Hein. Et là, son professeur, pareil, lui dit, écoutez, vous êtes toujours intéressé par vos Indiens? Il dit, oui, ma foi. Écoutez, il y a un poste qui vient de se libérer d'assistant à Sao Paulo, vous avez 2 heures pour vous décider. À tout à l'heure. Voilà comment une lettre et un coup de fil vont changer le monde. Et Claude Lévi-Strauss donc, va embarquer, alors comme je dis, comme j'aime à dire, le naturaliste le pasteur défroqué et le philosophe lassé vont entamer une aventure extraordinaire. Et pourquoi j'ai rejoint ces 2 biographies? Elles sont incroyablement parallèles. Incroyablement parallèles. Et j'ai failli appeler ce livre Les Hommes de Rio, parce que tout commence à Rio à chaque fois. Et Lévi-Strauss va arriver à Rio exactement presque à 2 ans près, un siècle après Darwin. Mais lui, cependant, avant de voir les Indiens, il est obligé de faire un voyage de 15 jours pour traverser le Mato Grosso. On lui dit même qu'il ne verra pas d'Indiens parce que tous sont disparus. Donc en un siècle, mesdames et messieurs, pourquoi je vous parle de Darwin? Darwin est celui qui conceptualise et comprend mieux ce que veut dire la diversité, à la fois en termes d'histoire et de relation avec nous. Et puis surtout, c'était de rappeler le Darwin, non pas naturaliste, mais surtout anthropologue, qu'on a oublié. Et moi, je suis vraiment dans sa lignée. Et puis surtout de rappeler que Lévi-Strauss est aussi un très grand botaniste, un très grand naturaliste. Et quand Claude Lévi-Strauss arrive, eh ben c'est la fin. Triste tropique, c'est la fin. Lévi-Strauss nous dit, ça y est, nous sommes en train de rentrer dans un déclin, et chaque culture qui part, et j'ai fait quelques portraits dans ce livre, notamment de Amadou Mpateba, qui a cette belle expression que vous connaissez, chaque homme ou chaque vieillard ou chaque vieille femme qui disparaît, c'est une bibliothèque qui s'efface. Car en fait, et c'est très peu connu, alors je devais savoir, Marie-Hélène, mais j'ai eu le bonheur de participer, d'écouter, oh là là, la dernière conférence, une des dernières de Claude Lévi-Strauss à l'Académie française, et c'est un texte d'une incroyable violence, où il nous dit que l'homme court à sa perte s'il perd les diversités culturelles et aussi végétales et animales. Parce que le message qu'il nous dit, c'est qu'un peuple qui disparaît, oui, c'est une langue qui disparaît. Il en disparaît une par trimestre en ce moment, mesdames et messieurs. Mais c'est aussi des connaissances sur les animaux, sur les végétaux qu'on ne retrouvera jamais. C'est aussi d'autres représentations du monde. Vous savez,
notre médecine qui est très moderne, hein, mais derrière on sait très bien que les médecines alternatives reviennent. Ces autres peuples, comme le dit Darwin, ont des choses à nous apprendre sur notre avenir commun. Donc quand on vous dit que tous les peuples sont à égalité de complexité, c'est pas dire qu'ils sont à égalité pour les technologies, ça, et nous sommes très forts. Mais sur la manière d'être liés à l'environnement, les Amérindiens sont plus forts que nous. Par rapport à la notion de sagesse et de vivre ensemble, les Africains sont meilleurs que nous, ou les Asiatiques. Quel est le peuple qui est supérieur ou inférieur? Il faut arrêter avec ça. Ne dites jamais supérieur ou inférieur. Dès que vous croyez supérieur, vous vous mettez en position d'infériorité. Darwin, Lévi-Strauss disait, le barbare, c'est celui qui dit à l'autre qu'il est un barbare. Okay, ou celui qui parle de barbarie. Donc, ce livre, c'est de montrer en plus que ces hommes, contrairement au voyage à Katmandou, au hippie et au Babacool, hein, ces deux hommes sont des hommes qui sont très ancrés dans la culture occidentale. Darwin est d'une famille extraordinairement érudite. Darwin connaît la philosophie, connaît la philologie, connaît l'épistémologie, il est avec les plus grands savants de l'époque. Tout passe par le bureau de Darwin. Tout passe par le bureau de Darwin. C'est le scientifique le plus cité encore aujourd'hui. Et ce qui est important dans tout ça, c'est que... Du coup, j'ai fait un lapsus, j'ai oublié un truc là. J'ai parlé de quoi là? Vous ne mettez pas à la caméra, ça va le couper. Oui, il est très fortement dans la culture. Donc je parle, le grand-père de Charles Darwin, Erasmus Darwin, c'est lui qui a eu l'idée d'utiliser l'électricité. Ce qui donnera d'ailleurs chez une jeune femme qui s'appelle Mary Godwin, plus connue sous le nom de Mary Shelley, Frankenstein. C'est lui qui invente le puits artésien. C'est lui qui invente le principe de la fusée de Tintin et Milou, oxygène-hydrogène. Ah non, mais attendez, il faut voir la famille que c'est, hein, c'est sûr. Hein. Et Lévi-Strauss, c'est pas une famille très riche, mais une grande culture, puisque son grand-père est un immense musicien, un grand musicien qui jouait avec Berlioz, etc. Donc, ce que je suis en train de vous dire, pour aller vers les autres, ce que fait d'ailleurs ce merveilleux établissement ici, aller vers les autres, c'est avant tout être fort dans sa culture. Et j'aime bien l'image d'un théologien qui disait, c'est quoi une croyance, c'est quoi une culture? C'est comme un lampadaire dans la nuit. Si vous avez peur de l'obscurité, vous restez près de votre lampadaire. Par contre, si vous avez confiance en vous, si vous êtes dans la certitude de l'ancrage de votre culture, ni supérieur ni inférieur, s'il ne s'agit pas de ça, bien sûr, à ce moment-là, vous pouvez partir vers les autres et revenir. Et ça, je crois que c'est absolument magnifique. On ne peut pas connaître une autre culture si on n'est pas fort dans la sienne. Ce qui ne veut pas dire que c'est pour l'imposer. Mais si on est fragile dans sa culture, on ne peut pas aborder l'autre. Car, comme le dit très bien Lévi-Strauss, vous savez, c'est tout le drame de l'anthropologie et de l'archéologie, ou le principe de l'observation en physique, mais ça, c'est pas grave, c'est des particules. C'est-à-dire que dès qu'on se rencontre l'autre, l'un et l'autre se transforment. Donc, l'illusion de la population virginale, des origines rousseauistes, oubliez-la, dès que vous rencontrez l'autre, vous le modifiez et il vous modifie. Bien évidemment, à moins de l'inférioriser, évidemment. Et ça, c'est ce qu'on a fait trop souvent. Et c'est ça le message de Claude Lévi-Strauss et de Darwin. Je voulais, non pas réhabiliter, parce qu'on connaît dans mon domaine, mais que Darwin est avant tout un naturaliste qui met en place l'anthropologie moderne. Et son livre de 1871 est contre le racisme. Cette famille va faire de l'esclavagisme. Et que Claude Lévi-Strauss, c'est pas du relativisme. On accuse en France Claude Lévi-Strauss de soutenir une philosophie de l'extrême droite actuelle, qui d'ailleurs s'occupe plus de diversité qu'on ne le pense par rapport à l'extrême gauche, on en parlait tout à l'heure, mais ça c'est un autre débat qu'on peut avoir. Mais néanmoins, Lévi-Strauss, il dit non, c'est pas du communautarisme. Il dit, et celui qui a fait la plus belle synthèse de tout ça, c'est Michel Serres. Michel Serres, entre Descola, entre les paléanthropologues, veut dire qu'on a une origine commune. Ça, cette phrase, elle est de moi, celle-là, on l'a piquée, donc je revendique quand même. Je dis qu'on a nous, les paléanthropologues, qu'on est en train de vous dire, c'est que nous sommes tous unis par une même origine et tous liés par une communauté de destin. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans le développement durable, c'est notre avenir à tous et qu'est-ce qu'on met dans ce tous. Et dès qu'une espèce disparaît, dès qu'un écosystème disparaît, dès qu'une ethnie disparaît, mesdames et messieurs, nous perdons des possibilités en termes de diversité pour répondre à des changements que personne ne peut prévoir donc aujourd'hui. Alors vous allez me dire, et je terminerai par ça si vous me permettez d'aller derrière le... Vous allez dire, oui, mais ici on est en Bretagne. Alors on a quelques personnes qui nous viennent d'Afrique ou peut-être d'ailleurs, que je n'ai pas repéré tout le monde, pardonnez-moi. Vous allez dire, ah oui, mais ça ne nous concerne pas. Ah. J'ai commencé ce livre il y a 3 ans. Et entre-temps, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant dans notre famille. Les 3 enfants, et le plus jeune a rencontré une jeune femme brésilienne, et ils ont un petit bébé. Il s'appelle Julia, et le livre est dédié à Julia. Je me retrouve au mois de juin à l'UNESCO, et je suis entouré de chefs amérindiens. Qu'on va peut-être rencontrer, je l'espère, bientôt. Et là, rendez-vous. Alors moi, j'y vais en costard. Hein. Je suis comme Lévi-Strauss et Darwin. Je suis un occidental,
je ne revendique rien, mais je suis dans ma culture. Eux sont venus avec leur costume. Chacun était dans son costard et c'était parfait. Heureusement, je parle en second après une collègue chinoise et donc j'évoque l'esprit de Darwin et Claude Lévi-Strauss. Et là, le regard des Amérindiens commence à s'éclairer. Et rendez-vous compte qu'à ma droite, j'ai un chef amérindien, ces hommes et ces femmes d'une beauté en plus. Il est le représentant officiel politique d'une ethnie disparue. On aimerait bien que ce soit ça pour certains politiques chez nous. Et là, donc, on commence à parler de tout ça. Donc, il y avait d'autres chefs amérindiens, une femme chamane. Donc, voilà, on va se retrouver bientôt, là, juste avant Noël. Et je sors de l'UNESCO, j'appelle ma belle-fille et je lui dis, écoute, au fait, t'es de quelle ethnie? Elle dit, je ne sais pas. Donc, elle appelle sa grand-mère au Brésil. Et 2 jours plus tard, elle me dit, écoutez, Pascal, j'appartiens à une ethnie qui est disparue et on ne connaît même plus son nom. Voilà. Alors, je pense que dans peu de temps, ça va être une opportunité pour vous poser une question. Il y a juste une dernière question que je voudrais vous poser, Pascal. Bien entendu, nous sommes tous désireux de maintenir le maximum de diversité humaine, mais il ne faut peut-être pas trop euphoriser le panorama, parce que dans cette diversité humaine, et dans les pratiques culturelles à travers le monde, il y a des choses qui nous émerveillent et puis il y a des choses qui nous choquent. Donc les choses qui nous choquent, ça va être la condition des femmes et l'excision, ça va être certaines traditions qui pour nous sont inacceptables. Donc cette diversité, à quel prix? Alors on est bien d'accord qu'il y a, et l'autre jour, il y a un livre très intéressant d'un de vos confrères qui vient de paraître, Jared Diamond, qui parlait de ça. Qui a le même profil que vous finalement. Il part des sciences dures et il va vers les sciences humaines. Absolument. Et justement, on lui posait la question, au fond, qu'est-ce qui serait, et j'ai envie de vous poser la même question, qu'est-ce qui serait à retenir finalement? Il a eu du mal à répondre. Qu'est-ce qui serait à retenir des sociétés traditionnelles? Parce que moi, j'ai pas envie de retenir l'excision, j'ai pas envie de retenir le scalp dont on parlait tout à l'heure. Mais peut-être certains modèles parentaux. Par exemple, le statut des enfants dans certaines tribus, qui fait qu'un enfant peut être facilement adoptable, ou peut-être le statut des personnes âgées dans certaines tribus, ou la redistribution, puisque c'est ce qui a émerveillé les missionnaires, par exemple, quand ils sont allés dans beaucoup de sociétés traditionnelles, c'est que très souvent, on voit ça dans les relations notamment des jésuites, qui s'en étonnent, qui disent « nous sommes face à des sauvages », et ils redistribuent. Donc en gros, ils ont plus de charité que nous. Donc d'un côté, ils sont cannibales, de l'autre, ils illustrent mieux que nous les vertus chrétiennes. Donc comment fait-on face à cet inventaire de choses contradictoires que nous présente la diversité des cultures humaines, des pratiques sociales et des critères moraux? Ce qu'il faut, c'est d'abord, je reprends mon image du lampadaire, il y a des valeurs qui sont, à mon sens, non négociables. Droits des hommes, droits des femmes, droits des enfants, etc. Les droits des animaux, on en parle, etc. Et tout ne vient pas de l'Occident. Même au sein de la culture occidentale, d'ailleurs, il y a beaucoup de différences sur ces questions-là. Quand vous parlez de l'animal avec un japonais, c'est pas du tout le même concept avec un occidental. Donc du coup, pour mettre des droits internationaux, les gens ne se comprennent pas. Donc là, il faut revenir à Descola, par exemple. Philippe Descola, qu'on a évoqué plus d'une fois. Non, ça, je suis bien d'accord avec vous. De toute façon, ces sociétés sont en train de bouger. Quand on dit qu'il faut maintenir les diversités, ça ne veut pas dire qu'elle doit être figée. C'est-à-dire, dans mes propos, et merci de cette question, c'est-à-dire de laisser la possibilité à ces peuples de choisir eux-mêmes leur progrès, mais dans le respect, effectivement, d'universaux qui sont discutés dans le sens international. Et d'ailleurs, quand je vous ai parlé de l'UNESCO tout à l'heure, il est intéressant de savoir comment tous ces peuples sont, en fait, parfaitement intégrés dans les arcanes de ces instances internationales. Je peux vous dire, ils ont des plumes et Internet, ils sont connectés, les gars. Et ça va extrêmement vite. Et franchement, à l'UNESCO, ceux que j'ai entendus et celles que j'ai entendues me disaient, ils n'ont pas dit on est en train de disparaître, vous êtes des salauds, etc. Ce n'était pas le propos. Ils disaient simplement, et c'est dans l'esprit de Lévi-Strauss et de Darwin, ils disaient si nous disparaissons, c'est une possibilité, c'est une facette, comme le disait Lévi-Strauss, du génie de l'humanité, mais c'est aussi une bibliothèque qui s'efface. Mais ils disent aussi laissez-nous gérer notre changement. Alors, et là, gérer sur le droit,
Il demande aussi des droits, donc tout ça c'est en train de se mettre en place de manière ailleurs. Mais vous savez, attendez, c'est incroyable, même à l'UNESCO, vous avez encore cette tension. Quand Lévi-Strauss, son commande de l'UNESCO, va sortir Race et Histoire, vous avez le livre ici, ça se passe très bien. Mais qu'en 1971, il fait cette conférence qui annonce effectivement cet esprit qui dit même les peuples traditionnels sont égalité de dignité et selon d'autres conceptions de leur histoire, d'un seul coup, c'est pas compris. Et je vous donne une anecdote que je cite dans le livre d'ailleurs. J'étais invité pour la journée mondiale de la philosophie. Alors je ne suis pas philosophe, j'étais très heureux d'y être, bien sûr. Et là, il y avait donc une tribune. Au milieu, il y avait Edgar Morin et une philosophe française que je ne vais pas citer, mais doit passer souvent sur France Culture, grand spécialiste de la Grèce classique, à part du miracle grec. Avant les Grecs, il n'y a rien, quoi. Que dalle. Et ce coup, la philosophe chinoise, la terre pas la manche, je vais vous expliquer deux, trois petites choses quand même. Et donc, en fait, l'UNESCO, quand c'était créé en 1946, et le premier secrétaire général est un évolutionniste, c'est-à-dire c'est Julian Huxley, l'idée, c'est que l'Occident ne doit plus jamais rentrer dans cette horreur, parce que les guerres mondiales, en fait, c'est des guerres de l'Occident que l'Occident envoyait ailleurs, hein, parce que les autres, ils n'avaient rien demandé. Hein. Donc, et derrière cela, l'idée était que le summum de l'humanisme, c'était ce que Lévi-Strauss dénonce comme l'humanisme bourgeois, c'est-à-dire centré que sur l'ensemble des valeurs de l'Occident. Eh bien, ça fait que même pas 10 ans, mesdames et messieurs, qu'il y a maintenant une charte de l'ONU qui dit que tous les peuples traditionnels sont à égalité de dignité, que tous peuvent participer à un avenir commun, mais dans le respect, effectivement, des droits de l'homme, sur l'excision, sur les choses comme ça. On a beau dire c'est ma culture, je suis désolé, au bout d'un moment, il y a atteinte à la dignité des personnes, et ça, évidemment, ce n'est pas acceptable. Et sur l'enfant, vous avez raison. Regardez, dès que, ça c'est un autre livre, alors je suis très fier, comme j'ai une formation de technicien, j'ai reçu le Grand Prix de philosophie et d'éthique de l'Académie française, ça s'appelle Nouvelle Histoire de l'homme. Et donc j'ai fait toute une partie sur les enfants sauvages. Eh bien, quand en Occident, on tombe sur un enfant dit sauvage, c'est-à-dire qui a été abandonné, retrouvé, ou du placard, ceux qui étaient enfermés, vous savez, au fond d'une pièce ou dans un placard, eh bien, qu'est-ce qu'on fait chez nous? On l'étudie comme un animal. Et donc, il ne va jamais sociabiliser. C'est une bête. Alors qu'en Afrique, c'est arrivé des enfants qui étaient isolés, parce qu'ils sont comme chez nous, de massacres, etc. Un enfant récemment qui était redécouvert avec des seins. Les Africains ne se posent pas de questions, ils le remettent avec les enfants. Et il va se resociabiliser extrêmement vite, etc. Donc là-dessus, on a beaucoup à apprendre hein, sur ces façons de... sur le mariage, attendez, truc récent, franchement. Les anthropologues ont été des grands absents, on n'a pas voulu y aller parce que c'était tellement idéologique. L'histoire du mariage pour tous, les gens qui sont contre ça pour diverses raisons, mais ceux qui sont pour en disant que la vraie famille, c'est papa, maman et les deux enfants, posez la question à vos grands-pères et vos grands-mères dans le coin. Il y avait papa, maman et les deux enfants dans la maison? Ça va, hein. Donc attention, hein, c'était complètement dévié. Papa, maman et deux enfants, c'est le modèle des 30 Glorieuses. Ça n'a jamais été toute éternité, vu? Et les notions de parenté et de famille sont extrêmement différentes selon les cultures. Et nous, en Occident, on a un vrai problème, c'est le père méditerranéen. On a confondu le géniteur et l'éducateur, ce qui fait un vrai bordel dans nos familles. Parce que dans beaucoup de familles, au Moyen-Âge en Europe, mais aussi dans certaines ethnies africaines et ailleurs, le géniteur n'est pas le père. Il y a obligation dans toute société humaine pour que l'homme, le mâle adulte, soit un père, c'est-à-dire un éducateur, mais pas forcément en tant que géniteur. Donc c'est souvent le frère de la mère, mais il peut y avoir d'autres combinaisons. Donc ce qui fait que l'enfant est sociabilisé, non pas que dans une cellule isolée, et d'autres manières. Donc les formes de parenté, les formes de responsabilité éducative, etc., je crois qu'effectivement ça a beaucoup varié dans l'histoire de l'Occident, mais on a aussi beaucoup de choses à apprendre dans beaucoup d'ethnies. Alors on parlait tout à l'heure, avant la préparation, chez les Amérindiens. Vous avez vu ce très beau film, qui est dans l'esprit de cette maison d'ailleurs, qui s'appelle... avec le film sur les Indiens... non, pas Ishi. Le film avec ah merde, je sais plus. Little Big Man. Little Big Man, vous avez des personnages, un Amérindien, vous dites l'homme qui fait tout à l'envers. Hein, ils font tout à l'envers des autres. Il y en a un même aussi, il y a une autre entité entre mâle et femelle, et il a les deux avantages, entre homme et femme, pardon. Et donc, il a sa reconnaissance. Et les contraires. Donc, soyons clairs, hein, même chez les espèces animales, que je connais quand même pas trop mal aussi, vous avez d'autres formes de parenté qui ne sont pas forcément hétérosexuelles. Hein, et vous savez, là aussi, il y a des débats qui sont complètement aberrants. De dire, s'il n'y a pas de père, il ne va pas devenir un garçon. Alors moi je leur dis à tous si un enfant issu d'une famille hétérosexuelle devient homosexuel, dans l'autre sens ça peut marcher aussi quoi.
Hein, c'est une construction. Ça, c'est ce qu'on appelle le genre. Mais le genre, dans le bon genre, hein, pas le genre tel qu'on l'utilise en France, qui est complètement incompris, ils n'ont rien compris, je crois que malheureusement, par rapport à ça, la construction du genre, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, voilà, là, on a des choses à apprendre. On a énormément de choses à apprendre de ces autres expériences des formes de parenté, parce que les anthropologues, comme Maurice Godelier, mais ça vient de Lévi-Strauss et François Héritier, tout cela, hein, faut pas confondre les notions de filiation et les notions de parenté. Ce n'est pas du tout les mêmes structurations, sauf que les nous, elles sont confondues chez nous. C'est pour ça que ça complique énormément ces difficultés. Donc on a à apprendre sur les plantes. La médecine aujourd'hui, les grands laboratoires ont bien compris qu'il faut aller voir de ce côté-là. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui souffrent du cancer, il y en a peut-être parmi vous ou autour de vous, ça nous arrive dans toutes les familles, maintenant on a bien compris qu'on n'a pas la maîtrise de l'ensemble de la douleur. Et donc on fait appel de manière très intelligente maintenant, de plus en plus, à ces médecines alternatives. Lévi-Strauss en parle, à une femme qui a failli mourir en donnant naissance à un petit, le chaman vient et par des incantations et par des chants, il arrive à apaiser et cette femme va accoucher par voie naturelle et de manière extrêmement apaisée. Donc, vous savez, l'Occident, comme disent mes amis Boris Cyrulnik et Edgar Morin, l'Occident divise, on aime bien aller jusqu'à la molécule pour trouver les causes et les explications. Mais, je veux dire, vous savez bien, face à la maladie, bien sûr, on a besoin des médicaments, on ne va pas mettre en cause les progrès de notre médecine, mais derrière cela, l'environnement joue un rôle tellement important dans la façon dont les gens vont bien se sentir. Donc, tu as la cosmétique, ça vous fait rire, vous savez qu'on dit cosmétique, aujourd'hui c'est vulgaire, mais c'est la même racine que cosmos, que cosmogonie. La cosmétique, c'est votre apparence en rapport à votre image et en rapport aux autres. Eh bien, on sait très bien que les femmes qui perdent leurs cheveux dans les hôpitaux, c'est très dur, eh bien, de retrouver l'art de se maquiller, etc., bah, ça participe autant qu'une très bonne thérapie. Et ça, évidemment, on l'a perdu, mais ces peuples l'ont exploité de différentes manières. Donc on a beaucoup à apprendre des autres, sans renier. Moi je suis un peu agacé, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, la médecine occidentale s'est trompée ». Il faut arrêter de déconner. La moitié des personnes qui sont ici ne seraient pas là sans la médecine occidentale. Hein. La médecine occidentale a énormément d'acquis, c'est indéniable, mais les autres médecines aussi peuvent nous apporter des choses. C'est pas parce qu'on ne peut pas l'expliquer sur la chaîne des rationalités de la méthodologie scientifique que ça n'existe pas. Voilà. Donc on a beaucoup à apprendre. Il faut hybrider les approches. Non, je ne dirais pas hybrider, parce que hybrider, c'est comme si... C'est des mélanges. Non, je crois qu'il faut aller chercher. C'est comme nous on fait quand on fait des classifications. On regarde les caractères communs et les caractères qui divergent. Donc je crois qu'effectivement, pour répondre clairement à votre question, ce qu'il faut, c'est des valeurs universelles qui sont non négociables pour l'ensemble des peuples, et après ça, peuvent s'exprimer la diversité, donc liée à leur histoire, à leur langue et à leur culture, et effectivement, qu'on soit capable de prendre certains acquis de tel ou tel. Non, l'hybride, c'est un mélange. Donc, c'est de savoir prendre les bonnes choses et bien les adapter, ce qui n'est pas forcément pas applicable partout, effectivement, parce que même en médecine, on sait aujourd'hui, hein, on n'a pas tous la même histoire, je l'ai évoqué tout à l'heure, d'un point de vue immunologique. Donc, certaines approches thérapeutiques qui peuvent très bien fonctionner ici peuvent s'avérer désastreuses ailleurs, parce que nous avons été séparés par l'histoire, mais ça n'empêche pas qu'on a un énorme socle commun. Donc, c'est savoir jouer sur ces aspects-là, mais à condition qu'effectivement, que nous comprenions bien, et c'était le message. Lévi-Strauss, il a des mots terribles à la fin. Il dit ceci: ainsi, l'humanité doit se rendre compte qu'elle s'est mise sur un pied d'égalité avec toutes ces espèces qu'elle s'est employée à exterminer et qu'elle continue de s'employer à exterminer. Hein? Ainsi, elle doit comprendre que son seul salut est justement dans le maintien des diversités. Lévi-Strauss. Et quand Lévi-Strauss dit une ethnie disparaît, c'est des savoirs qui disparaissent, mais quand, et c'est ça le paradoxe aujourd'hui, les peuples les plus déshérités aujourd'hui, selon nos critères bien évidemment, ce sont les peuples qui sont dans les endroits où il y a encore le plus de diversité animale et végétale. Et bien si ça disparaît, c'est pas que les végétaux et les animaux qui disparaissent. Il faut savoir que ce sont en fait tout ce qui participe de l'identité, toutes les cosmogonies, tous les récits des origines, toute leur culture et les savoirs qui disparaissent avec. Donc ça s'appelle un ethnocide, mais un ethnocide, c'est aussi éliminer une partie de nous-mêmes. Et ça, c'est pas de la poésie, c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai rassemblé Lévi-Strauss et Darwin, parce que on pourrait se dire, bon, c'est un message humaniste, il faut maintenir la diversité culturelle en soi, ce qui est déjà bien. Mais en mettant Darwin, et Lévi-Strauss avait très bien vu, c'est que plus on élimine de diversité, plus nous nous mettons en danger. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Moins de diversité, la diversité, c'est l'assurance-vie pour les générations futures. Et ce livre, ce n'est pas pour expliquer l'histoire, même si je viens de là, de la paléanthropologie, ce livre, c'est de dire, laissons la possibilité aux générations futures de fonder leur vision de progrès. Et le meilleur héritage qu'on pourra léguer à nos enfants, c'est la plus grande diversité possible, sauvage, domestique, linguistique et culturelle.
Merci. Merci. Je propose qu'on fasse circuler le micro. Vous avez sûrement plein de questions à poser.